Nous sommes sur ce plateau avec les étudiants de l'École supérieure de management des télécommunications, d'informatique et de certification. Créée en 2013, l'Université virtuelle du Sénégal est la première université numérique publique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont organisé ce samedi 29 juin la cérémonie de graduation de leur deuxième promotion au Dakar Arena de Diamniadio. Pour nous en parler et également pour nous présenter l'UVS et son concept, nous accueillons ce soir, accompagné d'un de ses étudiants, le directeur des études, le professeur Alpha Dia. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, professeur. Bonjour, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Comme on vient de dire, vous avez organisé samedi la cérémonie de graduation de la deuxième promotion de l'Université virtuelle du Sénégal. On en entend beaucoup parler, surtout ces temps derniers, par rapport au concept même d'université virtuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas très bien compris comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu avant de nous parler de votre deuxième promotion, c'est quoi exactement l'université virtuelle? Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation et vous dire tout le plaisir que nous avons à être sur ce prestigieux plateau. Vous l'avez dit, l'UVS est un jeune projet puisqu'elle a été créée en 2013, en septembre 2013, et c'est une université numérique. C'est vrai qu'on dit université virtuelle, et en réalité c'est une université qui fait de l'enseignement à distance en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. Vous savez que le monde dans lequel on vit est un monde qui est dominé par le numérique et par les technologies. Et en fait, le défi de l'UVS a consisté à mettre les TIC au cœur du dispositif d'enseignement. Et au fond, nous sommes une université comme toutes les autres universités. Okay. Nous avons les mêmes missions, nous avons le même mode de fonctionnement. La seule différence, c'est le modèle de déploiement. Dans une université classique, on se lève le matin, on prend son bus, ou on y va à pied si on est à côté. En tout cas, on prend un moyen de transport quel qu'il soit. On vient dans un amphithéâtre, on est en face d'un professeur qui fait son cours, on prend des notes. De temps en temps, nous avons des classes en petits groupes. C'est des travaux dirigés ou des TP où on va évidemment interagir. Nous sommes sur le même modèle. Okay. La seule différence, c'est que tout se passe sur une plateforme de formation. Au lieu de se lever le matin et d'aller dans un amphithéâtre, l'étudiant a la possibilité d'accéder à ses cours qui sont en ligne. Et ce cours, en réalité, il est dans un format aussi qui n'est pas très éloigné de ce que les universités classiques déroulent comme type d'enseignement. Dans un amphithéâtre, le professeur, il est là. Il fait le cours magistral. Il fait le cours magistral. Et dans un grand groupe, dans un grand amphithéâtre, c'est vrai que l'interactivité ou l'interaction, elle n'est pas toujours possible. Ouais, parce que quand on a 3000 étudiants en face, en réalité, c'est un modèle transmissif unilatéral où le professeur dispense un enseignement et l'étudiant, il écoute et il prend des notes. Nous avons la possibilité que le cours soit préenregistré et que l'étudiant puisse y accéder sur la plateforme. Quel est l'avantage? L'étudiant, il a accès à ce cours à tout moment, quand il veut, où il veut, avec n'importe quel device. Ça peut être son téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur. Évidemment, ça signifie que ce cours-là, il est disponible en permanence et au rythme de l'apprenant. Mais ce ne sont pas seulement des capsules vidéo que nous mettons en ligne, nous mettons également d'autres ressources qui sont produites par l'enseignant et auxquelles l'étudiant peut accéder encore une fois à distance. Nous avons ce qu'on appelle des classes virtuelles, où, là aussi à distance et en petits groupes. Les étudiants peuvent interagir entre eux. Parce que ce que je voulais dire, pour la plénière, c'est-à-dire quand on fait le cours magistral, on peut comprendre. Mais maintenant, quand il s'agira des TP, des TD, comment vous gérez l'interactivité au niveau digital? Oui, sur la plateforme, nous avons ce que je disais, on appelle ça une classe virtuelle. Ça signifie que c'est de petits groupes, des étudiants qui sont une trentaine, une quarantaine. Ils ne sont pas forcément au même endroit. Mais ils ont la possibilité, évidemment, sur cette plateforme d'interagir avec un tuteur, n'est-ce pas, qui est là et qui joue un peu le même rôle qu'un assistant jouerait pour une salle de TD, par exemple. L'étudiant peut poser des questions. Il y a une possibilité. C'est-à-dire que là, ils font carrément les travaux dirigés en live, c'est-à-dire à travers la plateforme. Oui. Chacun est connecté, ils peuvent interagir avec le prof, comme ça se ferait. Ils peuvent interagir avec la vidéo, avec le son, avec le texte. Mais peut-être que sur ça, M. Cissé pourra mieux en parler que moi.
parce qu'effectivement, c'est lui l'apprenant. Moi, je suis de l'autre côté, effectivement, et donc il faudra peut-être expliquer davantage comment tout cela se passe. Avec M. Djamil Cissé, je pense qu'il est en licence 3. Donc, comment vous le vivez, vous? Parce que c'est vrai, comme il le décrit, c'est assez beau comme ça, mais est-ce que vous, dans la réalité, vous le vivez comme ça? Voilà, tout d'abord, j'aimerais vous saluer, voilà, vous tous, saluer chez les très chers téléspectateurs qui nous regardent. Et puis, comme vous l'avez dit, voilà, je me nomme Djamil Cissé, je suis étudiant à l'UVS depuis maintenant 2015. Donc, je pense que je maîtrise assez bien le système, le fonctionnement, et ce serait un plaisir aujourd'hui de vous en parler. Voilà, de toute façon, à ce que les Sénégalais comprennent cette université-là qui est encore nouveau dans leur tête. L'Université virtuelle du Sénégal offre des cours à distance, donc en ligne. On doit se connecter peut-être sur une plateforme qui réunit l'ensemble des étudiants dans les 14 régions du Sénégal. Donc, on est présent partout au Sénégal. Et à travers cette plateforme, on peut faire nos cours, avoir une interaction avec le professeur et de telle sorte avoir une meilleure compréhension du cours. Ce qu'on n'a pas peut-être dans les universités classiques où le professeur vient, fait son cours et puis s'en va. Mais pour rassurer peut-être l'opinion publique, nous avons des bâtiments qu'on appelle les ENO, voilà, espaces numériques ouverts, qui nous permettent de nous rattacher si le besoin se fait sentir. Et c'est par ces bâtiments-là que nous faisons nos examens physiquement et qui sont corrigés au même titre que les autres universités. Parce que quand on voyage un peu à travers le pays, on voit dans chaque région un bâtiment UVS. Je me suis toujours posé la question, on parle d'université virtuelle, mais je vois des bâtiments un peu à travers le pays. Effectivement. Et c'est peut-être là où le Sénégal a apporté une vraie innovation. Parce que l'ENO, en réalité, c'est une création sénégalaise. Dans l'enseignement à distance classique, c'est vrai que l'étudiant, il est isolé. Et l'étudiant, en fait, il n'a pas de possibilité de se socialiser. Et nous, dans notre modèle, nous avons pris en compte les réalités socio-culturelles et on s'est dit évidemment dès le début qu'il était important que l'étudiant ne soit pas isolé parce qu'en même temps, l'université, ce n'est pas seulement un espace ou un endroit où on va pour étudier. Nous sommes formés à l'université grâce aux interactions que nous avons entre étudiants et par conséquent, il était important que cette socialisation ne soit pas sacrifiée et c'est la raison pour laquelle ces ENO, espaces numériques ouverts, ont été mis en place. Et c'est vrai que l'ENO aussi après a d'autres fonctions puisque l'ENO, c'est aussi là où se déroulent les examens qui se font sous surveillance dans les mêmes conditions que les universités classiques. Mais l'ENO aussi a une mission, disons, qui va au-delà, puisque l'ENO, c'est aussi un espace qui est mis au service des communautés. Puisque là aussi, par exemple, si vous regardez bien, on parle beaucoup de fractures numériques, on parle de questions d'accès aux technologies. Et pour nous, l'ENO, effectivement, a pour mission d'apporter la technologie aux populations et aussi de pouvoir les, disons, intégrer dans le monde dans lequel nous vivons, qui est celui de la mondialisation. Et effectivement, l'ENO a plusieurs fonctions, dont celle dont je viens de parler. Avant de passer la parole à mes camarades, moi ce qui m'avait étonné, c'est que quand j'ai vu l'endroit Dakar Arena, je me suis dit, est-ce que ce n'était pas une erreur? Parce que c'est quand même un stade de 15 000 places. À un moment donné, je me suis dit, mais quel est l'effectif de cette université? Je vous pose la question. Connaissez-vous le nombre d'étudiants qu'il y a à l'UVS? Parce que là, après je me suis renseigné évidemment, mais au départ, ça m'avait un peu choqué. Je me dis que tout le monde fait des graduations dans des salles de 1500, 1800, 2000 maximum. Mais là, quand je vis dans un stade, je me suis dit, au début, je pensais que c'était une erreur. En fait, nous avons cette année à peu près 1000 étudiants gradués. Nous en avions l'année dernière autour de 500. Cela s'est tenu au Grand Théâtre, qui, je crois, fait 1800 places. 1800, et nous avions plus de personnes dehors que dedans. Puisque là aussi, il faut comprendre qu'il y a une dimension affective qui fait que peut-être, au-delà des étudiants, il y a toute leur famille qui souhaite également prendre part à cette cérémonie. Et aujourd'hui, il est important de dire que nous avons à peu près 29 000 étudiants, mais sur ces 29 000, à peu près plus de la moitié sont en dehors des grands centres urbains que nous connaissons, Dakar, Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor. Et nous avons beaucoup d'étudiants aussi qui sont dans des villes ou des localités, voire des départements, dans lesquels il n'y a aujourd'hui pas d'université en dehors de l'UVS. Aujourd'hui, si on prend un département ou une ville comme Podor, comme Bignona, comme Kolda, elles sont devenues ces villes, des villes universitaires, grâce à l'UVS. Aujourd'hui, nous avons des étudiants qui ont eu le bac dans ces villes entre guillemets secondaires, qui ont étudié à l'université et qui ont réussi. Je prends le cas de la promotion 2 dont on a célébré la sortie il y a de cela à peine 24 heures. L'étudiant qui était major en mathématiques appliquées et informatique, il vient de Podor. Et je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça signifie. Aujourd'hui, la possibilité à un étudiant de rester à Podor et de briller dans les mathématiques ou les sciences, à mon avis, c'est un signal très fort sur effectivement tout le potentiel
que nous pourrions tirer à partir, n'est-ce pas, du territoire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, disons, la cérémonie de la graduation a été placée sous le thème de l'UVS au service des communautés pour l'équité territoriale. Absolument. Parce qu'au fond, le gros défi, à notre avis, l'UVS, c'est vrai que souvent, on n'en voit que la dimension éducative ou la dimension liée à la formation. Je crois que l'UVS, c'est un projet englobant, c'est un projet de transformation sociale, n'est-ce pas, qui vise effectivement à rééquilibrer le territoire et au fond à participer aussi à l'égalité des chances. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons tous de Dakar et de la macrocéphalie qui fait que nous avons un pays avec une capitale qui capte un nombre important de ressources, mais on ne se pose pas la question de savoir quels sont tous les gaspillages qui sont dus à ça. Aujourd'hui, combien d'étudiants échouent à Dakar ou à Saint-Louis ou à Ziguinchor simplement parce qu'ils sont dans des environnements qui ne sont peut-être pas propices à la réussite éducative parce qu'ayant été déplacés de leur lointain village pour venir dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Absolument. Et au fond, pour nous, l'UVS, c'est aussi la possibilité que l'étudiant, là où il est, puisse réussir. Et c'est tout le sens de notre devise, Fonek Fofula. J'ai avec moi deux enseignants du supérieur, donc je passe la parole à Khadija. Merci. Merci d'être venu, M. Dia, professeur Dia. Alors, j'aimerais savoir, 29 000 étudiants actuellement, comment s'est fait ce bond? Parce que vous dites que la première promotion, vous aviez 500 gradués. La deuxième, vous avez gradué hier, 1000, à peu près 1000. Et on s'attend donc à ce que, si vous avez actuellement 29 000 étudiants, à un chiffre qui va avoisiner peut-être les 5 000 gradués l'année prochaine. Comment c'est fait? C'est-à-dire qu'ils se sont tous rués vers l'UVS cette année, ou est-ce qu'ils ont été orientés par le système classique qu'on connaît à l'UVS? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour l'orientation de ces jeunes bacheliers qui ont rejoint après l'UVS pour être étudiants? Oui, en fait, les étudiants à l'UVS sont accueillis dans les mêmes conditions que les étudiants des universités classiques. Il y a une plateforme qui est Campus-N, que vous connaissez évidemment, par laquelle les bacheliers émettent des vœux. Maintenant, les universités définissent des critères d'orientation. Et après, il y a tout un système automatique, n'est-ce pas, qui permet de faire l'orientation de façon transparente. Parce que là aussi, c'est quelque chose sur lequel on ne revient pas souvent. Et en même temps, dans des conditions peut-être qui sont peut-être plus optimales. Puisqu'avant, il y avait des tas de... Voilà, c'était très paparassier, il fallait faire des dossiers physiques, déposer dans toutes les universités, dans des conditions, effectivement, où la transparence n'était pas garantie. Aujourd'hui, on a un système, n'est-ce pas, qui permet, avec la traçabilité permise par les notes de l'étudiant, de pouvoir orienter selon les critères définis par les universités et en prenant en compte les choix des étudiants. Donc aujourd'hui, nous sommes sur Campus-N et les étudiants choisissent nos filières, évidemment dans des ordres qui varient selon les étudiants. Il y a des étudiants aujourd'hui qui choisissent UVS comme premier choix. Et là aussi, cela peut surprendre, mais cette année, je prends la dernière promotion, les étudiants, les bacheliers 2018, on en a accueilli presque 9 000. Et sur les 9 000, on a eu 12% qui ont choisi UVS comme premier choix. Quand on a démarré en 2014, il n'était que 2%, n'est-ce pas, qui avaient choisi l'UVS comme premier choix. Évidemment, ça montre aussi à quel point aujourd'hui, l'image de l'UVS est en train de changer auprès des apprenants. Et si on prend aussi un autre chiffre aussi qui est extrêmement intéressant, c'est le ratio que nous avons entre le nombre d'étudiants qui sont orientés et le nombre d'étudiants qui s'inscrivent effectivement. Quand nous avions démarré, on était à 60%. Autrement dit, 4 étudiants sur 6 orientés à l'UVS choisissaient de ne pas venir à l'UVS. Aujourd'hui, nous sommes à 90% d'étudiants orientés qui font le choix de s'inscrire à l'UVS et d'y étudier. Et au fond, effectivement, c'est un peu rassurant sur, disons, l'effort que l'UVS a fait pour aussi rendre son dispositif beaucoup plus performant. D'accord. Quand on parle de formation, on pense forcément à emploi. Est-ce qu'il y a un dispositif mis en place actuellement par l'UVS pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes gradués qui sont sortis, par exemple, cette année et ceux qui vont sortir? Vous nous parlez du cas d'un étudiant à Podor, major de sa promotion. Ils sont peut-être plusieurs centaines d'étudiants qui sont à Podor et dans les régions reculées. Est-ce que par rapport à la formation qu'ils ont eue, pendant leurs 3 années de licence, il y a eu un accompagnement pour leur permettre, par exemple, d'avoir des stages, quelle que soit la région où ils sont situés, où ils résident? Et est-ce qu'il y a un accompagnement aussi pour les orienter dans la recherche d'emploi après leur licence? Oui, tout à fait. Et cette question, d'ailleurs, nous, on l'a su comme de l'huile sur le feu, puisqu'on sait qu'on est très attendu sur l'insertion. Parce qu'on a beau dire que nous formons des produits de qualité, tant qu'ils n'arrivent pas à s'insérer sur le marché de l'emploi,
on peut évidemment remettre en question tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs en interne tout un dispositif, non seulement d'accompagnement pendant la formation, mais aussi de suivi de l'insertion de nos étudiants. Et c'est vrai qu'en réalité aussi, cette insertion, elle est facilitée par notre modèle pédagogique, puisque notre modèle, peut-être, permet de renforcer l'autonomie des étudiants. Et l'insertion, à mon avis, cela reste quand même, disons, une question qui renvoie à l'autonomie et à l'esprit d'initiative des apprenants. L'université peut accompagner, mais il est évident que ce n'est pas à l'université de trouver des emplois aux étudiants, mais également il y a toute la question, disons, de, comment dirais-je, des contenus de formation que nous délivrons à l'UVS. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, nous nous sommes beaucoup intéressés à des questions telles que les services à la communauté. Dans une première approche, il s'agit évidemment de répondre à des besoins sociaux, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'au final, en connaissant davantage les besoins de notre communauté, que les étudiants aussi puissent, n'est-ce pas, créer des entreprises qui pourront répondre à ces besoins-là. Puisqu'au fond, la pauvreté ou le sous-développement, ce n'est pas l'absence de besoins, c'est peut-être l'insuffisance de l'esprit d'initiative, de l'esprit d'entreprise pour faire face à ces besoins. Et aujourd'hui, nous avons également constaté que beaucoup de nos étudiants, pendant qu'ils étudient à l'UVS, ont en même temps une expérience professionnelle. Puisque là aussi, le modèle le permet. Quand on est dans une université présentielle, c'est vrai que du fait des contraintes, n'est-ce pas, auxquelles les gens sont soumis, c'est très difficile. On vous obligera de faire le cours à 8 heures, on vous obligera de faire les TD à 9 heures. Or, ici, nous avons la possibilité pour celui qui veut faire un emploi à temps partiel ou à temps plein, de le faire de façon beaucoup plus flexible. J'allais poser la question à Djamil Cissé pour voir lui comment il le vit, lui, par rapport à... Voilà, je vous remercie. Donc, en tant qu'étudiant, peut-être donner mon point de vue sur le sujet. C'est-à-dire qu'avec le modèle que propose l'UVS, déjà l'UVS, en plus du modèle pédagogique classique qu'on a dans le domaine du droit, dans le domaine de l'économie, gestion que tout le monde connaît, on rajoute à cela la maîtrise des compétences numériques, donc qui répond actuellement aux normes de l'époque où nous vivons. Maintenant, on rajoute à cela l'esprit de responsabilisation dont l'UVS fait part, c'est-à-dire que l'étudiant de l'UVS a un certain esprit qui doit être responsable très tôt. Donc dès la première année, on a cet esprit dans la tête et on a aussi l'esprit entrepreneur. C'est-à-dire qu'en un an d'études, on voit des étudiants créer peut-être une entreprise comme des organes de presse qu'on voit souvent dans les localités, aussi des start-up. Je fais référence à un grand frère donc, du nom de Babacar Thiam qui a créé Scène Ordure. Donc des start-up qui marchent, qui fonctionnent très bien. Donc très tôt, on nous inculque cette idée-là de il ne faut pas dépendre des gens, mais il faut créer quelque chose qui sera dans le but de servir déjà à sa communauté, mais en même temps d'apporter voilà, quelque chose au Sénégal et à soi-même. Bonsoir, merci pour tous ces renseignements que vous nous avez donnés sur l'université virtuelle du Sénégal. Je voudrais juste préciser, premièrement, que la formation à distance ne date pas de l'UVS. Avant la création de l'UVS, il y avait l'IFOWAT à Gaston Berger. Il y avait la formation à distance dans toutes les universités du Sénégal, où avec les régimes particuliers, on envoyait les cours par la voie postale. Aujourd'hui, ça a changé avec le numérique. Donc, le virtuel ou le numérique ne date pas d'aujourd'hui. L'enseignement à distance ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Je fais partie, deuxième constat, deuxième remarque, des conservateurs. Peut-être ça ne va pas vous faire plaisir. Vous allez peut-être me convaincre de l'utilité de l'UVS, mais je fais partie des conservateurs, ceux qui voudraient maintenir le système classique traditionnel. Parce que je pense qu'il y a une proximité nécessaire entre l'apprenant et l'enseignant. La manière dont vous décrivez l'université quelque part, je dis non, ce n'est pas ça l'université. L'université, l'enseignant ne vient pas en amphi à 8 heures, parler jusqu'à 11 heures et partir en laissant les étudiants aucune opportunité de l'approcher, de lui poser des questions, de discuter. J'en vis l'expérience, j'interviens en première année. Entre 8h et 11h, on a une pause. À la fin, les étudiants sont autour. Ils me posent toutes sortes de questions. C'est différent et même Dakar, où j'ai fait des cours en communication. Ils sont combien? 6 000 personnes. Ils sont maintenant en première année presque entre 800 et 1000. Vous parlez à tous les 800? Non, pas tous les 800. On ne parle pas tous les 800. Les étudiants interpellent parce que je pense que l'université reste quand même une instance de socialisation. L'étudiant qui se réveille le matin, qui peut venir de l'extérieur, qui peut prendre le bus, qui peut venir voir ses camarades, qui peut discuter, qui peut jouer au basket, qui peut jouer au football, qui va au restaurant universitaire, à la BU, tout ça. Pour moi, c'est important. Si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait pas eu d'université virtuelle. Je suis honnête, je vous le dis honnêtement. J'aurais maintenu le système classique en développant des universités au Sénégal, quitte à mettre des universités dans toutes les régions, à recruter les Sénégalais qui sont susceptibles d'enseigner et permettre aux étudiants
de venir assister à l'amphithéâtre, à l'université. Je vois quelquefois de vos étudiants de l'UVS qui viennent, qui me demandent est-ce que monsieur, nous pouvons assister au cours. Je leur dis, mais tout à fait, il n'y a aucun problème. Le cours est accessible à tout le monde, libre, accessible, parce qu'ils ont encore besoin. Et je pense que pour certains étudiants, le choix, l'augmentation de ce choix par rapport à l'université virtuelle, je pense quelquefois, il y a aussi des étudiants qui sont dans la facilité. C'est beaucoup plus simple. Non, je ne veux pas trop. Il y a des étudiants, parce que tout à l'heure, j'ai noté, choisir l'UVS. Aujourd'hui, vous avez salué la croissance, le nombre important d'étudiants aujourd'hui qui demandent l'UVS. Il y a des étudiants qui vont dire, écoute, c'est trop facile. J'ai ma télécommande, je suis chez moi, il n'y a pas trop de contraintes d'aller prendre un bus, de se lever le matin. C'est pour ça que je vous dis, moi, honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, il n'y aurait pas eu d'université virtuelle au Sénégal. On aurait maintenu le système classique en développant les infrastructures, en faisant de sorte d'améliorer l'enseignement classique. On teste beaucoup de choses au Sénégal. On va laisser répondre. Mais juste pour terminer, on teste beaucoup de choses au Sénégal. Je fais partie peut-être de ces générations sous Ibader Thiam, qui avait testé la classe à double flux, je ne sais pas, du double flux, où certains venaient le matin, les autres après-midi. Et on a eu tous les problèmes aujourd'hui. Je pense qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'enseignement secondaire, etc. C'est parti de cette expérience-là que nous n'avons pas pu, que nous n'avons pas su maîtriser. Alors, je fais partie des sceptiques qui attendent encore d'être convaincus de l'utilité de l'UVS. Vous avez un point de vue qu'on entend et qu'on comprend. Parce qu'effectivement, dans ce que vous avez dit, je ne dirais pas que tout n'est pas vrai. Mais à mon avis, la question n'est pas d'opposer le distanciel et le présentiel. C'est-à-dire que l'un et l'autre peuvent cohabiter. L'un et l'autre ont des avantages, l'un et l'autre ont des inconvénients. Maintenant, quand on fait un choix, on le fait sous contrainte. Absolument. La question est de savoir aujourd'hui quels sont les défis auxquels notre pays est confronté et quelles sont les solutions que nous apportons par rapport à ces défis-là. Quel est le rapport aujourd'hui que nous avons à l'innovation? Combien de fois dans nos pays nous innovons? Combien de fois nous essayons de créer? Et créer, quand on innove, on fait forcément face à des difficultés. L'UVS, comme toute innovation, je veux dire, nous sommes confrontés à des difficultés auxquelles parfois nous n'avons pas de solution. Parce que justement, on n'a pas de référent, on n'a pas de référentiel. C'est la première fois que nous vivons ces problèmes-là et il nous faut inventer des solutions. Mais à mon avis, la démarche devrait être plutôt de saluer... Est-ce que ce n'est pas une solution plutôt imposée qu'inventée? Non, cette solution, elle n'a pas été imposée. C'est une solution qui a été... La Banque mondiale, les institutions internationales n'ont rien imposé. Vous êtes de l'université. Oui. Vous savez très bien quelle est l'histoire de l'UVS. L'UVS a été d'abord, dans un premier temps, une proposition de la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur qui s'est déroulé en 2013, où les acteurs de l'université, en s'ouvrant aussi à d'autres composantes, ont réfléchi et il y a eu 78 propositions qui en sont sorties. L'une des propositions était de mettre les TIC au cœur du développement de l'enseignement supérieur. Il y a eu un conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur inclusif et au bout de ce conseil présidentiel, il y a eu des décisions qui ont été prises. Et parmi ces décisions, il y avait la création de l'Université virtuelle du Sénégal. L'UVS est un projet qui, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est le produit et le fruit de l'expertise nationale et sénégalaise. Et à mon avis, je crois que de ce point de vue-là, il faudrait saluer l'expérience. Puisque combien de fois, justement, on nous vend des solutions clés en main? Combien de fois nous reproduisons des solutions qui ont été expérimentées ailleurs sans chercher à savoir quelle est justement notre spécificité? Je prends une question qui est aussi simple que la question de l'accès à l'éducation ou à l'enseignement supérieur. Combien de bacheliers nous avions en 2005? Combien de candidats au bac? Nous en avions 35 000. Je ne dis pas bachelier, je dis candidats au bac. Nous en avions 35 000. Combien nous en aurons cette année? 160 000. Combien nous en aurons dans 30 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Nous en aurons presque 400 000, 300 000. Combien d'étudiants nous avons aujourd'hui au Sénégal? Nous en avons à peine 140 000 étudiants sur une population de 15 millions d'habitants. Est-ce que nous allons continuer, n'est-ce pas, à fonctionner de la façon dont nous fonctionnons? Si la seule solution, c'est l'enseignement présentiel, à mon avis, nous allons droit vers le mur. Absolument. Et au final, nous allons vers des solutions qui ne permettront pas l'égalité des chances. Absolument. Et pour nous, encore une fois, évidemment, dans ce qu'on dit, il y a beaucoup de passion, peut-être, raison pour laquelle nous nous exprimons ainsi. Mais je vous invite, M. Sylla, à venir à l'UVS. Parce qu'il dit oui, il faut développer les structures dans les régions. C'est facile à dire. Je veux dire qu'il y a des contraintes, de coûts. Et là, ils parviennent avec cette manière-là, comme ils le disent, de pouvoir démocratiser les choses.
Parce que si c'était aussi simple de faire autant d'universités qu'on veut dans tous les départements... Et puis, si vous permettez, vous savez, sur la question Après aussi, il faut que nous soyons pas sur des positions idéologiques, il faudrait que nous soyons aussi sur des positions documentées et argumentées. Je prends une question comme celle de l'efficacité interne. Les gens qui enseignent à l'UVS, ils ne viennent pas de Mars ni de Jupiter. Ce sont des collègues de l'UGB, ce sont des collègues de Dakar, ce sont des collègues de Saint-Louis, ce sont des gens de l'entreprise qui viennent enseigner chez nous, qui dispensent des enseignements qu'ils dispensent dans les universités en présentiel. Nos évaluations, on les fait encore une fois sous contrôle et sous surveillance. Ça signifie quoi? Si notre modèle n'était pas bon, si on n'arrivait pas évidemment à obtenir les résultats que nous souhaitions obtenir, probablement que cela se verrait en termes de taux de réussite. Aujourd'hui, nous sommes sur des taux de réussite moyens en première année de 70%. Si vous allez en deuxième année, on monte à 90%. En troisième année, il y a des filières où on était à 100% de taux de réussite, encore une fois. Évidemment, ces chiffres-là, ils ont quand même un sens et ils ont de la valeur. Absolument. Et là aussi, je reviens à la question du coût. Parce que nous sommes dans un pays aussi, ne l'oublions pas, où les ressources sont limitées. Aujourd'hui, l'UVS est la deuxième université publique en termes d'effectifs. Mais l'UVS, c'est l'université qui bénéficie de la subvention la plus faible de la part de l'État. Ça signifie quoi? Les universités, évidemment, pour moi, il ne s'agit pas de comparer. Je ne dis pas que... Non, ce n'est pas ça mon propos. Mais si la seule solution, encore une fois, que nous proposons, c'est de construire des universités en dur, on n'est pas sorti de la bataille est perdue d'avance. En tout cas, moi, je suis convaincu. Je me dis qu'en fait, c'est l'avenir de l'université. La dernière fois, je parlais avec Felwine Sarr, on parlait un peu de l'avenir des musées. Je disais que moi, je ne voyais vraiment pas l'intérêt d'avoir des musées avec des facsimilés, qu'on nous amène on a vraiment des artefacts qui ne sont pas des vrais, c'est des facsimilés qu'on nous amène, on n'y touche pas. Donc vraiment, le musée est devenu virtuel. Et comme on n'y touche pas, autant mettre des hologrammes et virtualiser le musée. Pour moi, c'est la même chose avec l'université. C'est comme voir un concert sur son ordinateur et aller assister au concert. C'est une question de choix. Oui, mais maintenant, en 3D, en 3D, on assiste à un concert presque dans les mêmes conditions. Mais il y a des gens qui aiment vivre le live, aller vers le live. Mais du moment où on va pas aller en backstage, on va pas saluer ça dépend de comment on le vit. Pour moi, c'est l'avenir. Bon, comme il dit, toutes les innovations passent par ces stades-là. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les universités, même en présentiel, sont en train de questionner leur modèle. Les universités présentielles, de plus en plus, vont aller vers des modèles hybrides. Où vous avez parlé tantôt de l'IFOWAD. L'IFOWAD, c'est quoi? C'est évidemment une expérimentation interne pour amener du distanciel dans un modèle qui est présentiel. Les universités du futur, ce sera des plateformes. Aujourd'hui, des plateformes comme Facebook ont des projets de créer des universités. Ça signifie quoi? Et l'enjeu aussi, il est économique. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui que nous essayions de voir comment capter les marchés de l'enseignement supérieur? Aujourd'hui, le numérique ou l'enseignement à distance, c'est 3% du marché mondial de l'enseignement supérieur. Dans 10 ans ou 15 ans, ce sera 30%. Mais qui seront les opérateurs, n'est-ce pas, qui demain vont vendre des contenus dans le monde entier? Est-ce que nous allons continuer encore une fois à être d'éternels consommateurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que nous nous positionnons pour créer du contenu? Puisqu'au fond, quand on parle de l'UVS, c'est du contenu numérique. Ce sont des cours en ligne, c'est des ressources qu'on peut valoriser. C'est des ressources, encore une fois, qui peuvent permettre de générer beaucoup de revenus, encore une fois, en nous attaquant à ce marché international sur lequel nous devons aussi être présents. Sauf qu'on peut dire la même chose de l'enseignement en présentiel. Aujourd'hui, il y a une exigence qui est faite aux enseignants de donner leurs cours aux étudiants qui sont présents au cours. Moi, je le fais tous les ans, début de cours. Tous les ans, les étudiants ont le cours entre les mains. Après, ça laisse une totale liberté à l'enseignant d'aborder des problèmes. Vous êtes un enseignant modèle ou peut-être vous êtes un enseignant généreux? Non, pas forcément. Tous les collègues ne font pas ça. Ils ne le font pas tous. Sauf que bon, peut-être que vous allez peut-être un jour me convaincre. Venez chez nous et vous serez convaincus. Je viendrai. Merci. J'aimerais apporter quand même une petite contribution par rapport à ce débat masculin, finalement. Alors, mon propos va s'accentuer sur 2 points. Le premier, c'est qu'en 2013, l'Union africaine a mis en place son agenda 2063. Et dans son projet, ses domaines prioritaires, il y a l'université virtuelle panafricaine. Donc, quand l'UVS est venue, l'Union africaine a salué en se disant que c'est un premier pas qui est posé par le Sénégal qui va nous permettre de suivre peut-être le modèle pour mettre en place cette université virtuelle panafricaine. Et le problème des universités physiques traditionnelles, il y a les problèmes des salles de classe où il fait très chaud et on a fait l'expérience de l'UCAT quand même.
même si c'était pour ma part, c'était pour une année. J'ai fui très tôt. L'effectif des classes, des salles de classe, il est important. Le professeur, il souffre parfois même pour donner son cours. Et la compréhension n'est pas forcément garantie. Absolument. Les TD, n'en parlons pas. L'efficacité même de ce modèle-là est questionnée. Il est mis en cause. On se demande si ça sert à quelque chose réellement. Parce qu'on ne peut pas faire un suivi. Je suis dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'enseigne. Mais quand on a une classe où il y a énormément d'étudiants, faire le suivi même individuel est extrêmement difficile. On ne peut pas suivre les performances ou l'évolution d'un étudiant quand on a 200, 300, 400 étudiants à gérer. En tout cas, c'est très difficile. Alors que quand un enseignant ou un assistant de TD a un nombre plus réduit d'étudiants à gérer, il peut travailler sur le cas de M. Cissé ou sur un cas de M. Ba ou de M. Ndiaye ou de Mme Sek pour voir quels sont ses problèmes et l'orienter. Et avec le virtuel, c'est possible parce qu'ils sont en contact. Ils peuvent entrer en contact avec leurs enseignants pour régler les incompréhensions qu'il pourrait y avoir dans leur cours. Donc moi, je suis d'accord avec le modèle traditionnel qui est nécessaire, c'est sûr, parce qu'il y a l'aspect sociabilisation qui est là. Mais on est en train d'évoluer. Aujourd'hui, à Dakar, on peut suivre une formation avec une université américaine ou canadienne, avoir son diplôme ou son certificat. On n'a pas payé de billet d'avion, on n'a pas eu les tracasseries de visa, etc. Et on a son diplôme au même titre que la personne qui est aux États-Unis et qui a suivi cette formation. Donc moi, je salue cette initiative, mais il faut qu'il y ait un bon suivi. Le suivi dans les cours pour s'assurer, parce que la solution de facilité qu'il craint, c'est que quelqu'un va prendre son temps, s'amuser, jouer au foot, etc. On voit beaucoup de jeunes traîner et ça ouvre des voies à des activités illicites peut-être ou qui n'ont pas de lien direct avec ce qu'ils doivent être prioritaires pour ces jeunes-là, donc l'enseignement, apprendre. Donc, qu'il y ait un suivi régulier sur les temps de connexion de ces jeunes. Est-ce qu'ils suivent leurs cours de façon régulière? Est-ce qu'ils font leur TD? Est-ce que les examens, voilà. Je pense que, et ça, j'espère que l'UVS est assez rodé par rapport à ça pour s'assurer de l'efficacité. On va demander à Djamil, à l'étudiant, avant de terminer avec le professeur. Effectivement, donc de mon point de vue en tant qu'étudiant, déjà je salue votre idéologie. Juste dire que peut-être ce modèle d'enseignement physique avait un temps, et je pense que ce temps est révolu dans le sens où aujourd'hui, la question démographique se pose, la question économique se pose, surtout dans le contexte actuel du pays. Dire que l'UVS n'est pas une prison, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'y entrer, et si le modèle ne nous convient pas, on peut en ressortir. Et de ce fait, depuis 2013 à 2019, de passer à 2000, 3000, à 30 000 étudiants presque, montre que carrément le système y est, les étudiants adhèrent. Par exemple, je prends ma filière qui est l'administration économique et sociale. Chaque année, les nouveaux bacheliers, je les invite à aller visiter les universités classiques. Je leur dis, allez-y, allez voir comment ils étudient, allez voir dans les conditions dans lesquelles ils sont. Donc ils prennent leur bus, ils vont suivre les amphithéâtres. J'en faisais partie. On vient à l'UCAD, exemple, je suis même allé jusqu'à Hassan-Sek, Ziguinchor, entrer dans les amphis, essayer de vivre comme dans leurs conditions et tout ça. Mais vous verrez au fur et à mesure, ces étudiants courent vite, reviennent vers l'UVS en disant non, c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Parce qu'à l'UVS, on est bien encadré, c'est-à-dire qu'on a une machine de qualité, on a une connexion qui se renouvelle chaque mois, on a des cours extrêmement riches, on a la possibilité d'être en interaction avec les tuteurs, on est accompagné à ce qu'on crée notre propre produit, notre propre marque, et on a l'esprit de laisser une marque au Sénégal. Laisser une marque pour notre pays, et on a l'amour en fait de ce pays, dans le sens où les étudiants, même des universités classiques, aujourd'hui cherchent à intégrer l'UVS. Et j'en connais pas mal qui me contactent pour voir, d'ailleurs j'en parlais avant d'entrer sur ce plateau, voir quelles sont les possibilités peut-être d'élargir chaque année la possibilité à ce que ces étudiants des universités classiques rejoignent l'UVS, parce qu'ils sont tombés entre guillemets amoureux de ce modèle qui est, à mon sens, fructif. Professeur, juste pour terminer, un dernier mot. Oui, je crois qu'effectivement, c'est un débat très intéressant que nous avons eu avec vos chroniqueurs et vous-même sur la question du numérique dans l'éducatif et sur aussi ce qu'est véritablement l'UVS. Mais je crois que, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous faisons face à des défis. Et depuis 30 ans, 40 ans, les solutions que nous essayons, je ne pense pas qu'elles ont fonctionné. À tous les niveaux, à mon avis. Pas seulement sur le plan de l'éducation, mais à tous les niveaux. Et à mon avis, c'est vrai que si on veut s'en sortir, il nous faudrait par conséquent peut-être sortir de notre zone de confort. Aller vers des solutions que nous ne maîtrisons peut-être pas, mais pour lesquelles nous faisons le pari que nous avons y arriver, parce que nous voyons les opportunités et les solutions que ces solutions nous permettent effectivement d'avoir.
Maintenant, l'UVS n'a pas été un long fleuve tranquille. Tout le monde sait que l'UVS a été très difficile. Tout le monde sait les difficultés auxquelles les étudiants ont été confrontés. D'ailleurs, si nous faisons une cérémonie de graduation, ce n'est pas seulement passé dans l'air du temps, parce que aussi nos étudiants ont été vaillants, ils ont été courageux, ils ont été valeureux, ils ont supporté parfois l'insupportable et ils sont restés. Et à mon avis, le minimum que nous leur devons, effectivement, c'est pas seulement de les laisser partir avec un bout de parchemin, mais c'est de les célébrer, c'est de les montrer un exemple et de montrer encore une fois qu'il est possible d'être n'importe où au Sénégal, d'étudier dans de bonnes conditions, de réussir. Effectivement, maintenant, l'UVS, c'est un projet, c'est un work in progress, hein, comme on dit chez nos amis anglophones. Aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Nous sommes évidemment conscients que des progrès sont encore possibles, qu'il y a des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Mais je pense que si on raisonne, n'est-ce pas, de façon tendancielle, c'est quand même un projet, non pas d'avenir, mais c'est un projet d'aujourd'hui qui structurera, à mon avis, l'enseignement supérieur et qui déjà aujourd'hui occupe une place qui est assez significative dans notre pays. Donc nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, professeur Alpha Dia, ainsi que M. Djamil Cissé. Nous avons été aussi très heureux de débattre avec nos professeurs chroniqueurs. Nous remercions aussi les étudiants de l'École supérieure de management et des télécommunications, d'informatique et de certification. Nous remercions tous les techniciens de la RTS. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les dimanches aussi tard. À dimanche prochain, Inch'Allah.